Je m'appelle Alizée, je suis journaliste et je pratique la course à pied depuis 10 ans. Dans Dossard 261, j'interviewe des femmes qui pratiquent la course à pied, qu'elles soient influentes ou non dans ce milieu-là. Et pour comprendre leurs histoires, leurs défis, leurs objectifs, j'ai décidé de mener l'interview en courant, dehors, parce que c'est là que ça se passe. Allez, c'est parti. C'est une consultation chez le médecin qui va un peu tout changer, où le médecin va dire frontalement à ma maman que je suis atteinte d'anorexie, qu'il faut faire quelque chose. Je me suis dit c'est plus possible, moi le sport c'est... De base je faisais pour le plaisir et en fait ça a complètement changé, je le faisais pour me punir. Donc j'ai entre guillemets arrêté mes bêtises, essayé de me reprendre en main et puis je me suis dit ok ma motivation en fait c'est de reprendre le sport mais sainement, que ça soit plus quelque chose que je fais pour me faire souffrir. Pour cet épisode, j'ai pris la route vers la Belgique, Bruxelles précisément. C'est là que j'ai retrouvé Emma. Emma est française, expatriée juste de l'autre côté de la frontière, kiné de métier et coureuse par passion. Dans une forêt hivernale, elle me raconte comment la course à pied l'a en partie sauvée de ses troubles alimentaires. Comment s'attacher à un sport peut parfois vous tirer hors de vos propres tempêtes. Et comment les TCA laissent des traces à vie. On a aussi parlé de partage et d'équilibre à trouver. Montrer ses entraînements, nourrir une communauté, tout en refusant la comparaison permanente. Une conversation sur le corps, la tête, et cette drôle de manière qu'a la course de nous sauver, parfois, sans faire de bruit. Vous écoutez Dossard 261, c'est parti. Salut Emma. Coucou. Ça va? Très bien. Je suis contente de te voir. Après beaucoup de péripéties pour venir te voir jusqu'à Bruxelles, là où tu vis maintenant. Ouais. Depuis combien de temps tu vis ici? Depuis 6 ans, ça va faire ma 7e année. Ok, tu t'y fais toujours? Toujours autant. Toujours Trop autant. bien. J'ai acheté et je compte bien déposer mes valises définitivement pour un petit moment. Génial. Avant de commencer vraiment la conversation, j'ai un peu 3 questions qui vont permettre de te présenter, que je pose à chaque invité. La première, c'est quel est ton accessoire running préféré? Ouais, ça commence avec des questions dures. C'est la plus facile celle-ci. Celui dans lequel tu te sens moins à l'aise de sortir. Moi, je dirais ma montre. Ok. Parce que ça aide quand même pour les distances, suivre la progression, etc. Donc ouais, je dirais ma montre. Tu sors toujours avec ta montre? Ouais. Ok. Ensuite, quel est ton parcours idéal? Ta sortie favorite? Je trouve que ça dépend des moments. Ouais, en ce moment, c'est quoi? Si j'ai envie de courir seule, je dirais un peu dans ces coins-là où c'est la forêt, je croise pas beaucoup de monde, je suis dans mes pensées. Donc ouais, je dirais un endroit où il n'y a pas trop de monde. T'es plutôt du matin, plutôt du soir? Matin. Là, on est d'ailleurs dans une forêt, on est à Bruxelles là? Ouais, à Bruxelles, ouais. Ok, c'est fou. C'est magnifique. Ouais, on dirait pas, mais finalement, Pas du Bruxelles, tout. c'est assez vert. Et on peut vite avoir pas mal de parcs, etc. pour courir, c'est chouette. Et là, on est dans la forêt de Soignes. Génial, c'est hyper beau. Et ensuite, t'étais quel genre de personne avant de te mettre à courir? Je dirais que j'étais quand même sportive, de base, toujours un peu. Et assez disciplinée, que ce soit à l'école, dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Donc ouais. Tu faisais quoi comme sport? Alors j'en ai fait plein. J'ai fait de la gym pendant très longtemps. J'ai fait pas du haut niveau, je dirais, mais je faisais quand même pas mal de compétitions. Après j'ai fait de l'équitation pendant longtemps aussi. Et puis après j'ai touché un petit peu à tout, genre un an par-ci, un an par-là, en voile, basket, volley. Voilà, j'ai essayé un petit peu tout. Tu parles sur ton compte, enfin moi je t'ai découvert notamment par rapport à ça. Tu en parles assez librement, enfin tu me diras si c'est le contraire, mais du fait que tu as eu des TCA plus jeunes. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es tombée là-dedans? J'aime pas ce terme, mais comment t'es devenue malade en fait? Pas certaine à 100% de l'origine de ça, mais j'ai quand même le souvenir que j'avais eu des remarques au collège, donc à ma dernière année de collège, sur mon physique, comme quoi j'avais, au niveau du ventre, j'avais pas forcément un ventre méga plat, comme à l'époque où je faisais de la gym. Quand j'ai arrêté la gym, je commençais à avoir des formes. Et je sais que ça m'a fortement marqué. Et puis je me suis dit, merde, c'est vrai, faudrait que je fasse plus de sport, faudrait que je fasse attention à ce que je mange, etc., perdre quelques kilos. Mais quand on est au collège, normalement, on ne fait pas ce genre de réflexion. C'est sûr. Et mine de rien, je me suis mis à faire beaucoup de sport, à faire beaucoup trop attention à ce que je mange. C'est-à-dire que tu comptais ce que tu mangeais, les calories? Au début, non. Mais après, oui, très rapidement. Et mes repas ressemblaient à une salade d'endives avec une tranche de jambon. Et tu faisais du sport en plus? Oui, voilà. Donc, on va dire que ma santé a vite dégringolé. Les kilos se sont vite envolés. En combien de temps, tu dirais, tu as perdu combien de poids? Alors, j'ai pas les souvenirs exacts, mais je dirais que
En 6 mois, j'ai dû perdre 10 kilos. Énorme. Et en fait, c'est une machine infernale. Quand on voit les résultats, on se complaît là-dedans, on se trouve jamais assez maigre. Et c'est un peu comme ça que je suis tombée dans l'anorexie. Et est-ce que sur le moment, tu as conscience de ce que tu es en train de traverser, ou tu es juste dans ta performance de résultat de corps, Alors pas et du peut-être tout. de sport? Je réalise pas du tout que je suis dans une spirale et que ça me prend beaucoup d'énergie, du mental. Je suis moins avec mes amis. Et en fait, c'est une consultation chez le médecin qui va un peu tout changer, où le médecin va dire frontalement à ma maman que je suis atteinte d'anorexie, qu'il faut faire quelque chose. Et à partir de ce moment-là, mes parents ont eu un déclic. Ils savaient qu'il se passait quelque chose, mais on n'en a jamais trop parlé. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit faut faire quelque chose, faut changer, faut me pousser hors de cette bulle-là que je me suis construite. Et du coup, j'ai été suivie après par un pédopsychiatre. J'ai essayé un suivi psychologique qui m'a pas forcément méga aidée. Et j'ai fait aussi une thérapie familiale de 2 séances. Et ça m'a quand même bien aidée parce que je parlais très peu de mes souffrances. Et ça m'a aidé justement à prendre la parole et à mieux exprimer ce que je ressentais à ma famille. Est-ce que, donc tu contrôles ton poids? Ouais. Est-ce que dans un même moment, tu fais plus de sport? Ouais, et sauf que au bout d'un moment, quand j'ai été suivie par notamment un pédopsychiatre, il m'a fait clairement comprendre que si je continue à perdre de poids, j'allais passer par la case hôpital et j'allais être contrainte d'arrêter le sport drastiquement. Et c'est ça qui fait le déclic? Ouais. Je me suis dit c'est plus possible. Moi, le sport, c'est de base, je faisais pour le plaisir. Et en fait, ça a complètement changé. Je le faisais pour me punir. Et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit c'est plus possible. Donc j'ai, entre guillemets, arrêté mes bêtises, essayé de me reprendre en main. Et puis je me suis dit ok, ma motivation en fait c'est de reprendre le sport mais sainement, que ça soit plus quelque chose que je fais pour me faire souffrir. Et pendant ta guérison, tu as pu continuer le sport? Non, j'ai dû arrêter pendant 3 ou 6 mois, je sais plus. Mais j'ai dû être contrainte d'arrêter quand même parce que en fait j'avais plus du tout déjà l'énergie pour. Ça pouvait aussi, on m'avait expliqué aussi les répercussions que ça pouvait avoir au long terme sur ma santé osseuse, ma santé articulaire. Ça aurait pu faire quoi par exemple? En fait on peut avoir une déminéralisation osseuse, avoir des fractures de stress très rapidement, donc beaucoup plus facilement que si on a un poids normal et qu'on s'alimente correctement. Et j'ai perdu mes règles aussi, et ça c'est un gros signal comme quoi le corps n'est pas du tout n'a pas du tout les apports dont il a besoin. Et donc ça a été assez long pour reprendre le poids qu'il faut, reprendre mes règles aussi, avoir mes règles, c'était très long. Mais je pense que ça a été un combat qui m'a aussi appris à être patiente, à savoir qu'il y a dans la vie il y a des hauts, il y a des bas. Et finalement il y a eu plus de hauts que de bas parce que aujourd'hui je me considère comme guérie. Ça fait combien de temps que tu dirais que tu es sortie de l'anorexie? Alors j'ai pas de date exacte parce que encore maintenant il y a encore des pensées qui sont parasites, qui sont là. Je sais combien il y a de calories dans mon assiette, bien que j'ai arrêté de compter les calories assez rapidement. Mais je dirais que ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans où je me sens vraiment bien dans mon corps et aussi avec la relation que j'ai au sport. Bon, on va quand même le rappeler parce que j'ai regardé un peu les chiffres avant de venir. En France, je sais pas en Belgique, mais il y a 900 000 personnes qui seraient atteintes de DTCA en tout cas. Ouais, ça peut être anorexie, boulimie. C'est évidemment très présent dans la catégorie 15-25 ans. Donc c'est un vrai sujet, notamment chez les jeunes femmes. Mais il y a toute cette relation avec le sport. Pareil, dans une étude, la médecine du sport disait que ceux qui pratiquent de l'endurance, que ce soit du vélo, de la course à pied, sont plus sujets à tomber là-dedans. Comment tu as réussi à avoir maintenant une relation saine avec ta pratique du sport sans être avec tes vieux démons? Ce qui m'aide, c'est de toujours me dire que le corps, il peut faire ce qu'on veut tant qu'on lui apporte ce dont il a besoin. Et je l'ai compris par expérience que quand je suis passée d'un régime à manger 3 endives et une tranche de jambon à manger du saumon le matin, à un petit-déj très... En fait, le petit-déj, en fait, c'était le moment où j'arrivais le plus à manger. Je sais pas pourquoi, mentalement, c'était plus facile pour moi.
Et en fait, je me suis juste rendu compte à quel point j'avais privé pendant si longtemps mon corps d'énergie dont il avait besoin. Et c'est ça qui m'aide à me dire que le sport, on peut performer, on peut aller super loin. Ça peut nous apporter énormément de confiance en nous, mais tant qu'on le respecte et qu'on le nourrit correctement. Et aujourd'hui, tu n'as plus... Enfin, tu disais parfois un tout petit peu avant que tu avais quelquefois des pensées parasites. Ouais. Comment tu les gères ça? Parce que tu es aussi dans une recherche de performance. Enfin, je veux dire, tu fais des marathons, tu fais des temps sur marathon. La dernière fois, c'était Bruxelles, là où tu as fait ton meilleur temps, je crois. Ouais. Comment tu arrives à gérer tout ça, la performance, sans se contraindre à un poids ou à des calories ou à ce qu'on mange et ce qu'on boit? Ouais. Déjà, je me pèse plus depuis longtemps. Depuis, j'irais 5 ans. Donc, mon corps n'est plus un chiffre. Et ça, je pense que déjà, mentalement, ça aide énormément. Pareil pour, du coup, mes assiettes. J'essaye le plus possible de pas forcément penser aux calories que je vais ingérer, mais plutôt à la qualité de ce que je vais mettre dans mon assiette et de ce que ça va m'apporter comme énergie. Et aussi, je voulais corriger un petit truc, c'est que je suis pas forcément à la recherche de performance, mais surtout de plaisir. Et d'avoir d'abord le plaisir en objectif numéro 1, puis la performance, je trouve qu'aussi ça aide à relativiser tout et à se dire, ok, c'est pas parce que je mange un cinnamon roll toutes les semaines que tu partages beaucoup sur ton compte. Voilà, c'est ça, que je vais perdre en performance, parce que dans l'alimentation aussi, le plaisir, c'est quand même une part importante de ce qu'on doit ressentir quand on mange. À quel moment tu as commencé à vraiment faire quasiment que de la course à pied? Alors tu fais autre chose, tu fais un peu de vélo, de l'Aerox, tu le disais. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça a un peu été ton sport, quoi? C'est pendant l'anorexie ou après, je veux dire, quand tu as commencé à t'en sortir? C'est vrai que pendant l'anorexie, j'ai toujours un petit peu couru, pas de façon méga régulière. Mais mes parents sont aussi des coureurs, donc ils aiment beaucoup ça. Donc partager des petits runs avec eux, etc., ça a toujours été quelque chose que j'adorais. Et je dirais que je suis vraiment passée de la coureuse du dimanche à la personne passionnée de la course à pied quand j'ai fait les 20 km de Bruxelles. Donc c'est vraiment une course qui t'a donné ce truc-là? Ouais, vraiment. De base, c'était un peu un défi où je me disais, ok, je suis un peu toute seule. J'avais pas forcément beaucoup d'amis quand j'ai commencé kiné. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, je vais me lancer dans ce défi-là. Et juste cette course-là, ça montré à quel point j'aimais ça. À quel point c'était cool de se surpasser et d'être avec autant de monde qui se surpasse en même temps. Et depuis, j'ai fait 4 fois les 20 km de Bruxelles. J'aime toujours autant cette course. Et maintenant, j'ai fait des marathons et tout. Salut, j'espère que l'épisode vous plaît. Si vous aussi vous avez une course en préparation ou que vous voulez juste vous remettre au sport, l'application RunMotion est faite pour vous. Elle vous fournira un plan sur mesure adapté à votre mode de vie et vos objectifs. Et avec le code DOSSAR261, vous avez même une remise sur votre abonnement. Allez, je vous laisse avec la suite. Est-ce que tu croises des gens qui sont passés par la même chose que toi? Est-ce que ton métier, ou ce que tu as vécu, ça nourrit ton métier aussi? Ouais, déjà de mon expérience, j'arrive beaucoup mieux à discerner les personnes qui pourraient souffrir de ce genre de choses ou d'avoir pas forcément jusqu'au stade de l'anorexie, mais d'abord des symptômes peut-être précurseurs, des petites pensées parasites. Et du coup, ça, on va dire que je suis plus sensibilisée, en tout cas. C'est pas forcément quelque chose que je croise très souvent, mais par contre, je suis alerte quand j'ai certaines petits indices qui me disent « Ah, là, il y a un terrain où la nutrition, peut-être qu'il faudrait en parler parce que ça a l'air un petit peu touchy comme sujet. » Mais dans tous les cas, je trouve que chez le coureur ou, comme tu disais, les personnes qui font des sports d'endurance, c'est très facile d'en faire beaucoup trop que trop peu. C'est-à-dire dans le sens où on se surestime parfois et on se compare beaucoup aussi à ce qu'on peut voir sur les réseaux. Et du coup, on a toujours l'envie de se dire je pourrais tellement faire plus. Ok, cette personne-là, elle a fait 20 km la semaine dernière, moi je vais en faire 25 aujourd'hui. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup ce côté-là que moi, aujourd'hui, j'ai réussi à plus ou moins m'en détacher. Et je trouve que ça peut avoir, c'est un peu le côté négatif en soi de toute cette effervescence autour du running et que je peux retrouver aussi dans la pratique de mes patients. Je voyais aussi que tu fais partie des créatrices de contenu. Je ne sais pas si tu aimes ce terme ou pas. Si, je préfère ça que influenceuse. D'accord. Donc tu fais partie de ces créatrices de contenu qui maintiennent une activité
pro à côté. Ouais. Tu disais que pour toi, c'était très important. Pourquoi? J'ai du mal à m'imaginer d'être 100% créatrice de contenu parce que je trouve que c'est un équilibre de vie qui est très compliqué à avoir en termes de gestion d'emploi du temps, gestion mentale. Moi, j'ai besoin de me sentir utile au quotidien. Alors même si je pense que je suis utile à travers mon contenu pour pas mal de personnes, du moins j'espère, mais j'ai besoin d'avoir ce contact humain que j'ai peut-être pas forcément quand je réponds aux messages via un écran, etc. J'aime casser cette barrière et me dire qu'au quotidien aussi ma pratique nourrit ce que je partage sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est hyper intéressant justement de me mettre de sortir de ma zone de confort, avoir des patients tous les jours qui ont des pathologies différentes pour pouvoir aussi conseiller le plus possible de personnes et aussi appliquer au quotidien ce que je fais. Et puis j'ai fait 4 ans d'études, c'est pas pour pas faire le métier que je voulais faire de base. Donc pour moi, pour le moment, c'est très important. Alors je suis pas kiné à plein temps parce que je pourrais pas avec mon activité sur les réseaux, ça me prend beaucoup trop de temps. Mais je travaille 3 jours par semaine et c'est un équilibre que j'ai trouvé entre du coup kiné, créatrice de contenu, vie perso, qui me convient absolument. Alors tout à l'heure, tu disais un truc intéressant, ce que vous dites d'ailleurs beaucoup, il ne faut pas se comparer, voilà, chacun son niveau. Toi, ça fait longtemps que tu fais du sport en plus, donc tu connais bien ton corps. Et en même temps, on a envie de partager ses sorties, on a envie de partager ses kilomètres. Ça prépa marathon, etc. Enfin, moi, je sais que j'ai fait le marathon de Paris, je crois, la même année que toi, en 2024, c'est possible? Ouais, je l'ai fait en 2024 et en 2025. C'est ça, je l'ai fait quand tu es avec ton papa. Ouais, c'est ça, mon premier marathon. Voilà. Et je me souviens que tu partageais tes entraînements, tes kilomètres. Ouais. Comment on fait quand on a une influence, pour le coup, sur les réseaux, pour partager sa passion, tout en luttant contre le fait qu'il ne faut pas se comparer, quoi. Comment on gère cette barrière qui est quand même très fine? Ouais, ça c'est hyper dur. Je suis pas sûre de l'avoir encore trouvé à 100% parce que comme tu dis, j'aime partager mes entraînements, j'aime montrer ce que je fais. Mais forcément, quand on monte des chronos incroyables aux courses, etc., et les personnes... je peux recevoir des messages en mode « Ah, mon rêve de faire 10 km en moins de 50 minutes, etc. » Tu reçois ce genre de messages parfois? Oui. Et à chaque fois, je rappelle à la personne que, comme dit Noxtac, chacun son Everest et qu'on part pas tous des mêmes bases. Et moi, je sais que vu que j'ai fait déjà du sport dans mon enfance, ça aide aussi à avoir une bonne condition physique. Qu'une personne débutante mettra plus de temps à avoir. Et je pense aussi ce qui aide, c'est de montrer que les chronos aux courses, c'est pas les chronos qu'on fait à chaque entraînement. Qu'il y a des entraînements comme aujourd'hui, endurance fondamentale, on papote, on est en aisance respiratoire, on peut parler. Et c'est quand même un entraînement qui compte pour l'entraînement parce qu'on entraîne son cœur, etc. Et donc c'est aussi un message que j'essaie de promouvoir, mais je pense que de plus en plus, on essaie quand même de rappeler ça, que chaque entraînement, faut pas se tuer, que faut pas être scotché à la montre à dire ah quel temps je fais, ok, mon allure moyenne. Non, ça faut vraiment essayer de s'en détacher le plus possible. Et j'essaye, même si je pense que, comme tu dis, j'ai pas encore trouvé la fine limite parfaite pour être du bon côté, de pas pousser la comparaison. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on travaille au fur et à mesure qu'on partage justement. Est-ce que tu rates des séances parfois? Est-ce que tu rates des courses? À ton échelle, je veux dire, évidemment. Moi, une course pour moi qui est ratée, c'est une course où j'ai pas pris de plaisir. Donc ça veut pas dire que si j'ai pas passé la ligne d'arrivée, si j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est pas forcément une course 100% réussie. Si j'ai pas pris plaisir, pour moi, dans ce cas-là, pourquoi faire de la course à pied? Ça t'est déjà arrivé de prendre un dossard et de pas prendre de plaisir? Alors, sur le 20 km de Paris, du coup en 2025, c'était une super belle course, mais j'étais tellement dans le dur et j'étais peut-être un peu trop accrochée à mon chrono de base que j'ai pas pris plaisir. Et là, du coup, ça m'a fait un rappel en fait pourquoi je cours et pourquoi je veux prendre des dossards. C'est pour m'amuser d'abord, pour me surpasser, mais c'est d'avoir cet équilibre entre plaisir et performance. Tu l'as senti pendant la course que tu prenais pas de plaisir au moment donné? Je l'ai senti pendant, je l'ai senti après aussi, parce que du coup je suis restée sur mon objectif de me dire ok, faut que je m'accroche, faut que je m'accroche. Du coup j'ai un peu regretté à l'après en me disant pourquoi me pousser autant si j'ai pas pris plaisir, j'ai pas regardé les paysages alors que j'étais à Paris, c'était magnifique. Et non, j'étais tête baissée dans le cou de mon copain à vouloir le rattraper. Donc ouais, ce genre de course-là, ça me rappelle pourquoi je veux courir. Et du coup, pour moi, une course réussie, c'est une course où on prend plaisir, pour laquelle on s'est préparé plus ou moins sérieusement quand même, parce que c'est toujours
plus facile et plus plaisant de voir les progrès sur le long terme aussi. Et aussi une course partagée, je trouve. Alors, j'ai du mal à faire des courses seules. Je voulais parler de ça parce que tu as fait 4 marathons, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Le premier avec ton papa, marathon de Paris. Ouais, le plus beau. Mon plus beau marathon. Ton plus beau marathon. Ouais. Le deuxième, tu as refait Paris. Ouais. Avec une abonnée, ouais, c'est ça. Ouais, que j'ai accompagnée du coup du kilomètre 0 au kilomètre 42. Ça avait l'air incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de cette course parce que tu as fait un temps qui est beaucoup plus important que ce que toi tu fais. Ouais. Comment tu l'as vécu aussi? C'est pas facile de se mettre aussi à niveau sur des longues distances. Ouais. Tu cours plus longtemps que d'habitude, donc c'est pas simple. Carrément. Pour moi, ça a été aussi physique, pas aussi physique qu'elle, je pense, parce que j'avais déjà fait un marathon. Mais mine de rien, j'avais super mal aux jambes aussi. Et puis, à côté d'elle, vu que je l'accompagnais, j'essayais quand même de pas montrer que moi aussi j'étais un petit peu dans le dur et d'essayer de donner toute mon énergie que j'avais pour elle. Mais ouais, vu qu'en fait, au lieu de courir 3h30, tu cours 4h30, c'est beaucoup plus long, quoi. Et forcément, c'est un stress qu'on met beaucoup plus sur son corps, du coup, sur la longueur. Donc, pour moi, il y a autant de mérite à une personne qui finit un marathon en 5 heures qu'une personne qui finit en moins de 3 heures. Et donc ça, c'était ton deuxième marathon? Ouais. Le troisième, je l'ai pas. Copenhague avec mon copain. Ah voilà, Copenhague. Super marathon aussi. T'as aimé? Ah, j'ai trop aimé, j'ai fait le chrono que je voulais. On a fait la course de A à Z ensemble, enfin bref, le rêve. Et Bruxelles toute seule? Ouais, alors, beaucoup plus dur du coup. Alors, pourquoi tu trouves ça plus dur d'être toute seule justement? C'est quoi? C'est le départ? C'est pendant la course? Non, le départ, c'est limite ce qui est le plus facile. Mais c'est pendant la course parce que du coup, j'ai beaucoup plus le temps de penser à moi-même et pas forcément la personne qui est à côté de moi, de comment elle se sent. Est-ce qu'elle se sent aussi bien que moi, aussi mal que moi? Là, c'est juste moi. Ouais. Et du coup, c'était beaucoup plus dur. Et malgré que, du coup, j'avais quand même pas mal de personnes qui m'accompagnaient pour m'encourager à chaque kilomètre, etc. Mais j'ai vraiment senti la différence. Et je me suis pas dit que je referais jamais un marathon seule, mais j'y ai beaucoup pensé pendant la course. Ouais. Je pense que je reviendrai sur marathon en 2027. Là, j'ai envie un peu de couper de la route et de passer plus sur du trail. Mais mon rêve serait qu'en 2027, je puisse faire le marathon de New York. C'est vraiment, je suis jamais allée aux États-Unis et j'aimerais y aller pour la première fois pour faire le marathon. Le marathon, ça reste quand même une distance reine pour les gens qui font de la route. Et tu as fait un post il n'y a pas très longtemps où tu disais c'est pas parce que tu fais un marathon que tu es un coureur. Ouais. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? En fait, pour être un coureur, c'est pas obligé de faire un marathon. Tu peux courir 3 km 3 fois par semaine. Tu es autant un coureur qu'une personne qui fait un marathon. Donc, pour moi, en fait, je voulais juste rappeler que c'était pas une étape obligatoire. Que même on n'est pas obligé de faire des courses pour être coureur, bien que ça soit galvanisant et que moi j'adore ça. Donc j'essaye aussi de montrer aux gens que faut pas se mettre de barrières et qu'il faut y aller si on a l'envie. Mais pareil pour le marathon, faut y aller si on a envie. Il ne faut pas aller sur marathon pour dire ok, je veux faire un marathon dans ma vie et cocher cette case parce que c'est à faire. Mais non, pourquoi vraiment tu veux le faire? Parce que si t'as pas un pourquoi fort, tu finiras. Ce sera difficile de finir ton marathon. La course à pied, ça t'a redonné un cercle social? Ouais, carrément. Maintenant, je fais partie d'un groupe de running à Bruxelles qui s'appelle Octane. Et on se retrouve tous les mercredis soirs. Donc ce soir, j'ai intervalle. et c'est un moment de partage, mais beaucoup trop chouette. Même si, du coup, on travaille des allures, donc on va assez vite. Mais vu qu'on est tous ensemble, c'est la force du collectif. Et j'adore ça. Et depuis, c'est des amis. On va parfois... on fait des sorties ensemble, le week-end, on va au resto, on fait des courses ensemble, on s'inscrit, on se motive. Enfin voilà, c'est un équilibre de... Ouais, ça fait vraiment... En fait, la course à pied est un peu au centre, c'est comme une balance, et le pilier au milieu, c'est la course à pied. Il y a un autre sujet peut-être que je veux qu'on aborde. Tu t'es mise à faire du vélo. Ouais. C'est d'abord beaucoup partagé par les hommes, le vélo. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu l'as ressenti, ça? Ah ouais. Je l'ai ressenti au début parce que moi-même, je me mettais des barrières mentales en me disant qu'est-ce que je vais faire avec un vélo de toute façon. Puis même quand tu vois à la télé le Tour de France, etc. Moi, j'ai toujours... Enfin, je savais pas trop qu'il y avait un Tour de France féminin. Alors, est-ce que c'est ma négligence ou c'est juste qu'on le médiatise beaucoup moins? Je pense que c'est un peu des deux. Mais depuis que je me suis lancée dans le vélo, donc l'année dernière, je me suis inscrite à une ligue... de vélo amateur à Bruxelles et mine de rien la partie féminine était assez conséquente. Ça m'a montré que finalement le vélo c'était pour tout le monde et encore plus à Bruxelles ici je trouve, dans les pays
du Nord, genre Amsterdam et tout. Enfin, c'est pas un pays Amsterdam, mais tu comprends. Oui. Le vélo, je trouve que c'est pour tout le monde. Et ma dernière question, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, qu'osent pas se lancer, qu'osent pas se mettre en mouvement? Qu'est-ce qui peut faire le déclic selon toi? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. C'est déjà de commencer par très petit, peut-être plus petit que ce qu'on pense. C'est-à-dire? Genre, si on commence la course à pied, aller faire le tour de pâté de maison qui fait 1 kilomètre, c'est déjà énorme. Donc déjà valider cet objectif-là, c'est une bonne étape, je dirais. Et si on trouve des amis qui pratiquent le même sport, qui ont peut-être les mêmes envies, de s'accompagner, c'est toujours beaucoup plus facile. Mais on peut faire les choses seul aussi, en mettant une bonne musique, se motiver. Mais je pense qu'aussi, si on se force, si on trouve pas forcément s'il faut aller chercher la motivation vraiment très 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 profond, peut-être se demander aussi pourquoi on le fait. Et est-ce qu'il y aurait pas une autre pratique sportive qui pourrait nous plaire plus? Et du coup, on aurait moins besoin de chercher la motivation pour y aller. Voilà. Merci Emma. Avec plaisir. C'était super, l'endroit était super en plus. Avec plaisir, ça me fait plaisir de t'emmener dans ma Bruxelles. Ouais, incroyable. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir avec une note, un commentaire ou un partage. Ça nous aide énormément. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain.